Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer le cours en reprenant, comme d'habitude, ce sur quoi je me suis arrêté la dernière fois. Je voudrais juste vous dire un tout petit mot de l'organisation pour aujourd'hui, qui sera un petit peu particulière, parce que je dois être présent à une réunion des directeurs du FR à 9h30. Donc on arrêtera, on ne fera pas de pause aujourd'hui, on fera 1h30 de cours. Et puis la dernière demi-heure, si j'ai le temps, j'ajouterai, si vous voulez, dans la version en ligne, quelques informations, une demi-heure de cours, si vous voulez, qui sera uniquement en ligne. Hein. Donc on ne fait pas de pause et on s'arrête à 9h20, quoi, pour que j'ai le temps d'être à 9h30. Hein. Donc, la dernière fois, j'avais commencé à travailler donc sur la question de la fonction des mots et groupes de mots dans la phrase. Et donc, on avait vu ce schéma qui est absolument essentiel. Hein. Il faut vraiment, ça c'est un point, si vous devez retenir quelque chose, il faut absolument retenir ce point-là. Pardon, je reviens. Ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon PowerPoint là ? Voilà, pardon. Donc, il faut absolument retenir ce point sur donc la structure de la phrase en deux ou trois éléments, hein, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc ça, c'est vraiment la structure de base. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend absolument rien. De toute façon, c'est simple. Hein. Il faut absolument maîtriser cette description de la phrase pour maîtriser tout le reste. Hein. C'est vraiment le point de départ de tout le reste de l'analyse de la phrase. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que on a trois éléments, donc on a obligatoirement que deux fonctions. Hein, trois éléments, deux fonctions. La fonction sujet et donc la fonction complément circonstanciel. À partir de là, donc, je m'étais arrêté simplement sur la question de la fonction sujet et donc de la fonction sujet. Et on avait remarqué qu'au départ, disons dans une première étape de l'enseignement de la grammaire, hein, puisque là on est dans une situation d'enseignement de la grammaire en FLE, il suffit d'indiquer deux types de sujets, le pronom personnel et le groupe nominal, qui est évidemment le sujet de base, et le pronom personnel. Mais je vous avais indiqué que, bien évidemment, il existe toutes sortes d'autres possibilités morphologiques de sujets, hein, toutes sortes de pronoms, personnels, démonstratifs, possessifs, indéfinis, interrogatifs, relatifs, le groupe infinitif, qui est très courant comme type de sujet, la subordonnée complétive, un petit peu moins courant, hein, qu'elle soit en retard me surprend beaucoup, et la relative substantive. Et donc, je m'étais arrêté sur cet exercice dans lequel je vous proposais d'étudier la fonction sujet, hein, d'un extrait donc, du texte de George Sand, Mauprat, d'un roman de George Sand, Mauprat. Alors, qui parmi vous a fait l'exercice et peut donner ses résultats ? Bon, personne, je m'en doutais un petit peu. Si, vous ? Ah, très bien. Alors, les autres, vous n'avez pas eu le temps, donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est que au moins quelques-uns parmi vous aient eu le temps d'y réfléchir, parce qu'évidemment, ce type d'exercice, si vous voulez le corriger, n'a un sens que si vous avez vous-même réfléchi sur la question et que vous percevez les difficultés. Quand on vous donne directement les réponses, vous ne pouvez même pas vous douter qu'il y a certaines difficultés. Alors, on commence. Hein. On va faire quand même dans l'ordre. Tant pis, vous improviserez hein, si vous n'avez pas. Hein, on va commencer par vous. Je vous donne la parole chacun à votre tour pour analyser le premier sujet. Vous précisez donc quel est le sujet, quelle est la nature de mot qui occupe la fonction sujet, et le sujet de quel verbe. Alors, vous commencez. Qu'on appelle la varenne, oui. Le sujet, c'est on, en effet. Et c'est un pronom personnel. Et le verbe, évidemment, c'est appelle. Hein. On appelle la varenne. Ensuite. Qui. Oui. Qui, c'est aussi, c'est un pronom relatif.
Voilà, donc le sujet de quel verbe? Être. Hein, d'accord. Qui est sujet du verbe être ici, qui n'est qu'une vaste lande, etc. Qui sujet du verbe être, qui, du point de vue de sa nature, est un pronom relatif. Donc, donnez bien l'habitude à vos étudiants, à vos élèves, de bien distinguer la fonction sujet et la nature de mot. Hein. Fonction sujet, pronom personnel, pronom relatif, etc. Ok. Ensuite, oui. D'accord. On trouve au plus fourré ou plus désert de la contrée, sujet du verbe trouve. Alors, je n'ai fait ici que souligner les verbes. Évidemment, il faudrait prendre en considération d'une manière un petit peu plus rigoureuse les groupes verbaux. Hein. Par exemple, ici, qu'on appelle la Varenne, il faut prendre en considération l'ensemble appelle la Varenne comme groupe verbal. Mais ici, pour simplifier et pour éviter un certain nombre de problèmes liés en fait à l'articulation entre groupe verbal et groupe circonstanciel, je me contente simplement de souligner les verbes. Alors, ensuite, donc on en est ici. Hein. On trouve oui. Voilà, très simple. On découvre les tourelles ébréchées K. Donc vous voyez qu'ici, on a dans le groupe verbal, j'y reviendrai tout à l'heure, ne que, hein, qui est une forme de restriction et qui fait quand même partie du groupe verbal. Allez-y. Alors, vous essayez de répondre rigoureusement à la question quel est le verbe, quel est le sujet, déjà. Quel est le verbe? Le verbe entoure, d'accord. Quel est le sujet de ce verbe? Voilà. Hein. Il n'y a pas de doute. Qui est le sujet du verbe entourer ici? Et bien entendu, l'antécédent de qui? C'est les arbres séculaires. Mais les arbres, vous ne pouvez absolument pas considérer que les arbres séculaires est sujet de entoure. Du point de vue grammatical, hein, il n'y a pas de doute, c'est qui le sujet. Par contre, il y a autre chose dans cette phrase, puisqu'il y a un autre verbe ici, l'ensevelisse. D'accord? Donc quel est le sujet de l'ensevelisse ici dans la phrase? Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent. Alors, bien sûr, il faut prendre aussi c'est tout à fait parallèle, hein, là, qui le domine, avec le verbe dominer et le sujet qui. Mais tout ce groupe nominal, les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent, sont sujets du verbe ensevelir. Hein, donc ici, on a un groupe nominal qui, à l'intérieur, contient des groupes verbaux, donc il peut très bien y avoir un groupe sujet qui, à l'intérieur de lui-même, a d'autres groupes sujets, si dans le groupe sujet, il y a des verbes. Alors, ensuite... Alors, pardon, on peut franchir. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Alors, ici, je le signale, je l'ai mis en vert là dans le texte volontairement, parce que ça, c'est typiquement le genre de cas qu'il faudrait éliminer dans un exercice avec des élèves, parce qu'évidemment, c'est tout au plus si on a une structure, si vous voulez, de mise en relief, hein, et le verbe, le être ici, ne fonctionne pas comme un verbe, pleinement comme un verbe, si vous voulez. On ne pourrait pas avoir cela est. Enfin bref, cette structure-là, ne constitue pas finalement, n'inclut pas un noyau verbal à proprement parler. C'est une structure qui contient un verbe, mais qui joue un rôle différent que d'être le noyau d'un groupe verbal. D'accord ? Donc ça, il faut l'éliminer. Je n'en parle pas, j'en parlerai plus tard dans les phrases, disons dans les transformations de la phrase, si on veut. Mais je l'ai laissé volontairement pour vous montrer le genre de choses qu'il faut éliminer quand on fait un travail sur des verbes avec des élèves. Alors donc ensuite, vous disiez « on », oui, d'accord, « on », qui est le sujet de... là j'ai mis « peut »,« franchir », j'ai mis les infinitifs avec les verbes... comme pouvoir, devoir, etc., dont on parlera peut-être plus tard.
Donc, très bien. Ensuite, ouais, oui. Alors, oui, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez... Alors. Si, non, mais dites-moi le verbe d'abord. Alors, la phrase, si vous voulez, un pronom relatif du verbe, elle n'a pas de sens du point de vue syntaxique. Mais voilà, on peut dire qu'il est sujet du verbe et sa nature est d'être un pronom relatif. Hein. C'est un pronom relatif qui, sujet du verbe mener, donc on peut dire le sujet du verbe mener, c'est qui a une nature de pronom relatif. Ensuite, oui. Qui, sujet de obstru, oui, qui est aussi un pronom relatif. D'accord. Alors, on recommence. Ici, on a des doutes, pas sans vrai, et c'est son auparavant, et c'est triste Castel, c'est la Ouais. c'est une exploitation encore. Alors, on ne sait pas si c'est son auparavant, et c'est triste Castel, ça fait aussi le... Exactement. Encore, j'ai laissé, là encore, c'est un cas atypique. Hein. C'est l'utilisation d'un verbe conjugué, c'est sûr, mais d'une façon étrange. Qu'est-ce qu'on a ici? On en reparlera plus tard, c'est le phénomène qu'on appelle de détachement. Si on n'avait pas ce procédé de détachement, on aurait ce sombre ravin et ce triste Castel et la roche Mauprat. Et on aurait le sujet du verbe être. Sauf que ici, on a un phénomène de détachement avec le détachement du sujet, sa reprise par un pronom démonstratif. Donc évidemment, si j'analyse la fonction sujet, je suis dans une situation qui n'est pas du tout prototypique. Donc on peut l'analyser comme ça. Mais si vous voulez, là, on verra souvent ce genre de cas. Hein. En réalité, ici, il faut revenir à la phrase de base pour faire l'analyse grammaticale. C'est-à-dire, il faut enlever la transformation et faire, comme je vous l'ai dit il y a un instant, dire que cette phrase, en fait, c'est la transformation de la phrase « ce sombre ravin et ce triste Castel est la roche Mauprat ». Et là, sur cette phrase non transformée, vous pouvez dire que ce sombre ravin et ce triste Castel est sujet de être, hein, du verbe être. Alors ensuite, ensuite on a le même genre de problème ici. Hein. Il n'y a, le verbe, c'est bien le verbe avoir hein, d'une certaine façon, mais il y a, c'est une sorte de locution, hein, et le verbe avoir ne joue pas un rôle plein de verbes. Hein, ça fait partie de tous ces phénomènes. Vous voyez, dans le texte, il y a au moins 3 fois où on a des verbes qui ne fonctionnent pas vraiment comme des verbes. C'est typiquement le genre de phénomène que je vous décrivais dans les tout premiers cours comme étant des phénomènes de différence entre le niveau de la langue et le niveau du discours. Au niveau de la langue, on a affaire effectivement au verbe être, au verbe avoir, qui sont des verbes, comme n'importe quel autre verbe d'une certaine façon, enfin, bien qu'ils aient des propriétés un peu particulières. Sauf qu'ici, ils sont employés autrement que comme des verbes standards. Hein. Ils sont employés différemment. Donc on les laisse hors de l'analyse. Alors, la suite, donc. Le dernier des mots prat. Oui. D'accord. Le dernier des mots prat, à la limite, dans le sujet, vous pouvez intégrer ça. Hein. Le dernier des mots prat à qui cette propriété tomba en héritage. Tout ça, c'est le sujet. D'accord? Parce que cette relative-là, elle vient modifier le sujet. Donc elle en fait partie. C'est une expansion hein, du groupe nominal sujet. Donc, le dernier des mots prat à qui cette propriété tomba en héritage est sujet de... Alors, sujet de quoi? De fit enlever et fit vendre. Hein? D'accord? Il y a un seul sujet pour plusieurs verbes, ça c'est un phénomène assez courant. Mais on a un autre verbe là-dedans. On a tomba.
Qu'est-ce que vous en dites de Tomba? Il est où son sujet? Oui, voilà. Donc, on est dans une structure un petit peu comme celle-ci précédemment, les arbres séculaires qui l'entourent, etc. On a un groupe sujet, le dernier des mots pras à qui cette propriété tomba en héritage, qui contient lui-même, parce qu'il y a une subordonnée relative, une autre structure de phrase dans laquelle il y a à nouveau un groupe sujet, cette propriété. Et donc, fit enlever, là j'aurais dû souligner, pardon, c'est une erreur de ma part, fit enlever la toiture et fit vendre tous les bois de la charpente. Très bien. Il y a le forme personnel il. Oui, il, qui est sujet. Voilà, eût voulu donner, hein, à la limite, si on veut mettre l'infinitif avec, mais de toute façon tout le reste va dans le groupe verbal. Ensuite, oui. Alors là, d'accord, mais fit jeter, fit éventrer, et même sujet de partie. Donc vous voyez encore une fois un cas où on a un sujet qui est mis, c'est connu ce phénomène, hein, qui est mis en facteur commun de plusieurs phrases. Mais alors, ici, vous voyez qu'on a un seul sujet qui génère donc un verbe conjugué, hein, conjugué à un mode personnel, il fit, qui a, dont dépendent deux infinitifs. Il fit jeter et éventrer. D'accord ? Donc, dans la structure de cette phrase, si vous voulez, on a ces deux infinitifs qui seraient juxtaposés, hein, jeter, éventrer. Mais ici, avec partie, on a un nouveau verbe conjugué en un mode personnel, donc il fit jeter à terre le portail est parti. Alors attention, si vous deviez écrire la formule de la phrase ici, dont le verbe partir est le noyau, il faudrait bien dire que le groupe sujet c'est il. Il ne faudrait pas considérer qu'ici il n'y a pas de sujet. Hein, on est d'accord. Ça n'est pas parce qu'ici, là où commence la deuxième proposition, juste après la conjonction de coordination est, ça commence avec parti. Du point de vue structural, cette phrase, on ne la comprend que si on reconstitue, on récupère le sujet « il » qui est avant. Donc, cette phrase, « parti avec ses ouvriers secouant », c'est pas « parti avec ses ouvriers secouant la poussière de ses pieds », etc. C'est « il parti avec ses ouvriers ». Hein. Donc, le sujet n'est pas répété, mais donc il est récupéré ensuite. Alors, l'occurrence suivante. Oui, je vous en prie. Ah oui, très juste, j'ai oublié de souligner. Il fit jeter à terre le portail, il fit éventrer la tour du nord et il fit fendre. En effet, j'ai oublié de souligner fendre qui dépend exactement du même verbe faire. Merci pour cette remarque. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ensuite en termes de sujet ? Pardon ? Ah, pour fendre, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je répète ? Ma question, c'est la phrase suivante. Quelle est l'occurrence suivante de sujet ? Où ça ? Là, on n'a plus rien dans cette phrase. Hein. On est à partir de « depuis ce temps », la phrase suivante. Depuis ce temps, quand les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent dans la journée sur le haut du ravin de la Roche-Beauprat, ils sifflent d'un air arrogant, etc. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici ? Oui. Alors, les bûcherons et les charbonniers, ça va jusqu'où, votre sujet ? D'abord, ce groupe nominal qui commence par les bûcherons, il va être sujet de quel verbe ? Passe. Hein ? D'accord. Donc, ça va être le sujet du verbe passer. Alors, ce groupe sujet, il commence où ? Il commence où ? On le sait, il commence à les bûcherons et il se termine où ? Non, il ne termine pas à charbonnier. Voilà.
les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs. C'est tout ça le groupe sujet. Et ensuite, passe. Pardon, j'ai pas compris. C'est issu de la phrase suivante. Le sujet passe la journée sur le lieu de la recherche. Alors, le groupe nominal qui commence par les bûcherons et qui se termine à environ est sujet du verbe passé. Le reste, je ne l'analyse pas volontairement parce que ça m'obligerait à entrer dans la discussion sur les frontières entre le groupe verbal et le groupe circonstanciel. Bon. Donc, je laisse tomber ce sujet pour l'instant. Je me contente de remarquer que le groupe sujet est sujet du verbe passé ici. Simplement, à l'intérieur donc de ce grand groupe sujet, il y a un autre verbe, donc un autre sujet. À l'intérieur de les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs. Vous voyez pas? Ben voilà, il y a habite et qui sujet de habite. Hein. Donc, on a, je récapitule, tout ce grand groupe sujet qui commence par les bûcherons et qui se termine par environ, qui est sujet de passé. Et puis ici, à l'intérieur de ce groupe sujet, il y a une subordonnée. Donc s'il y a une subordonnée, ça veut dire, bon, on reverra en détail les subordonnées, mais ça veut dire qu'il y a un autre verbe conjugué à un mode personnel, sauf si on a affaire à une subordonnée infinitive ou participiale. Et puisqu'il y a une autre subordonnée avec un verbe conjugué à un mode personnel, il y a forcément un autre sujet de ce verbe. Alors, ensuite, oui, à vous? Très bien, il siffle et envoie. Hein. Donc là encore, on a un sujet mis en quelque sorte en facteur commun de deux verbes. Il siffle d'un air arrogant ou envoie à ses ruines quelque énergique malédiction. Donc, encore une fois, je répète le même argument que tout à l'heure. Si vous devez analyser la structure de la phrase pour ces deux phrases qui sont ici, ces deux propositions qui sont ici coordonnées, vous aurez P1, une première phrase, une première proposition, disons, j'expliquerai plus tard comment on peut comprendre phrase, proposition, etc. Disons pour l'instant phrase ou proposition d'une manière un petit peu indistincte. Vous aurez GN, il, groupe verbal, siffle d'un air arrogant, ça c'est la proposition 1, P1, et puis vous aurez P2, groupe sujet, il, et groupe verbal, envoie à ses ruines quelque énergique malédiction. Donc on a bien, là aussi, quand même un groupe sujet qu'il faut reconstituer dans la structure de la phrase. Alors, oui. Le jour baisse, d'accord. Le jour, groupe nominal, sujet de baisse. Ok. Voilà, l'engoulevent, sujet du verbe commencer. Alors vous voyez que même, est-ce que vous savez ce que ça signifie engoulevent? Non. Vous voyez, ça ne vous empêche pas du tout de comprendre que c'est le sujet du verbe, même si vous ne savez même pas ce que signifie le mot. Hein. Donc parfois, on n'a pas besoin de l'information sémantique pour accéder à l'information syntaxique. L'engoulevent, c'est une sorte de vent, hein. C'est une catégorie dans les... C'est un type de vent, si vous voulez. Commence à glapir. Ensuite... Oui. Très bien. Et font. Hein. Bûcherons et charbonniers passent en silence et de temps en temps font un signe de croix. Ici, vous remarquerez que vous avez un groupe nominal un peu particulier qui n'a pas les déterminants, mais bon, passons sur ce point. Et puis, il y a une dernière occurrence, donc, qui est qui règne sur ses ruines. Hein. Donc, le verbe régner. Oui, là, j'ai souligné sur ces ruines, je n'aurais pas dû finalement, puisque j'ai souligné que les verbes. Même un signe de croix, là, je n'aurais pas dû souligner un signe de croix, peu importe. Donc, qui, sujet du verbe régner. Donc, vous voyez que dans ce texte, pris un peu au hasard, hein, vous avez parmi les groupes sujets des pronoms personnels, comme on, il, des pronoms relatifs très fréquents, hein, comme qui,
des groupes nominaux, cette propriété, et c'est tout. Hein. Vous voyez qu'on a... c'est pour cette raison que, bon, bien sûr, le pronom relatif joue un rôle important. Il faut, au bout d'un moment, on introduit la relative. Mais quand on travaille avec des élèves débutants pour faire comprendre, disons, cette notion de sujet, de groupe sujet, on se débrouille pour trouver des phrases qui n'ont pas de pronom relatif. Hein. Vous voyez, par exemple, imaginez que vous vouliez prendre ce texte pour faire un exercice avec des débutants sur le sujet. Bon, alors vous prenez la première phrase qui marche très bien, on trouve, dont on ne découvre dont on ne découvre les tourelles et bréchés qu'à environ 100 pas de la herse principale. Ensuite, vous dites les arbres, vous supprimez la relative, les deux relatives, les arbres l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité. Et en plein midi, donc vous supprimez c'est tout au plus si, et en plein midi, on peut franchir le sentier. On peut franchir un sentier abandonné, ou le sentier abandonné, vous enlevez simplement la relative, on peut franchir le sentier abandonné sans se heurter contre les troncs noueux et les décombres, etc. Bon, je vais un peu vite, c'est simplement pour vous montrer l'exemple. Il faut s'assurer quand même que le texte garde un sens, une cohérence. Hein. C'est pour ça que là, le sentier abandonné, il faudrait bricoler un petit peu la phrase. Simplement, ce que je veux vous dire là, c'est que quand vous prenez un texte pour faire un exercice avec des élèves, votre texte, à coup sûr, il y aura des occurrences dedans qui seront trop compliquées que vous ne voulez pas analyser. Donc, vous ne vous gênez pas, vous trafiquez le texte, vous enlevez tout ce qui vous gêne, vous gardez un texte à peu près cohérent. Hein. De toute façon, on ne fait pas un cours de littérature là. On peut utiliser les textes littéraires, c'est important parce que disons que ça contribue aussi en même temps à la connaissance du patrimoine littéraire français, mais le but n'est pas de faire une analyse littéraire. Donc, ça n'est pas très grave si on maltraite un petit peu le texte de George Sand, mais ensuite, au lieu d'écrire George Sand Mauprat, vous écrivez simplement d'après George Sand Mauprat, où on comprend que vous avez le texte, il est inspiré de. Hein, mais ça n'est pas la reproduction du texte. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à supprimer tout ce qui est dérangeant, tout ce qui pose, tout ce qui est un petit peu compliqué, quel que soit le niveau. Dès que vous êtes mal à l'aise avec un exemple, vous ne le mettez pas. Et vous ne donnez à exercice que des cas clairs, nets, simples, que tous les élèves peuvent comprendre. Hein. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste parce que, bon, j'ai moi-même des enfants qui sont à l'école et je vois que tout le temps ils sont confrontés à ça. Ça ne sert à rien de mettre des pièges dans les exercices. Ça ne fait que déstabiliser les élèves. Le but d'un exercice, c'est que les élèves aient 100% de réussite. Et tant mieux. Et s'ils trouvent ça trop facile, tant mieux. Comme ça, ça veut dire qu'ils ont compris et ils sont dans une situation de sécurité intellectuelle. Ils se sentent avoir compris quelque chose. Et ils se sentent bien, ils ont envie de faire, ils trouvent ça. Ah, j'aime bien la grammaire parce que là, on comprend bien, etc. Donc, c'est vraiment. Enfin, là, on entre dans des paramètres qui m'éloignent un petit peu de la linguistique et de la grammaire, enfin, quoique. Mais c'est très important, ces aspects, disons, psychologiques, cognitifs, dans la perception de la discipline. Donc, il faut vraiment enlever tout ce qui gêne. Alors, maintenant, disons un mot du groupe verbal. Pas de questions hein, sur le sujet, là, pour l'instant, c'est très simple. Là, vous êtes comme les élèves qui pensent « Ah, mais c'est trop facile, tout va bien ». Donc, le groupe verbal avec deux types de fonctions, les fonctions complément d'objet et les fonctions attributs. Alors, j'avais énuméré très rapidement donc, les différentes structures de groupes verbaux. Vous vous souvenez qu'on avait éliminé la notion de complément d'objet second. Et donc, le groupe verbal, sa structure, c'est verbe plus quelque chose, obligatoirement. Hein. Donc, il y a un premier embranchement entre deux types de groupes verbaux qui sont ceux pour lesquels le verbe noyau est un verbe attributif et ceux pour lesquels le verbe noyau n'est pas un verbe attributif. Donc, c'est pour cette raison qu'il est commode pour nous, hein, pour les profs, ça, c'est pas forcément
indispensable comme notion à donner aux élèves, il y a les groupes verbaux à complément d'objet et les groupes verbaux attributifs. Donc, dans une phrase comme celle-ci, le facteur distribue le courrier, donc on a un groupe verbal distribue le courrier, hein, qui contient donc le verbe et puis un groupe nominal COD. Quand le complément du verbe est un complément indirect, c'est-à-dire un groupe nominal prépositionnel, donc un groupe nominal précédé d'une préposition, on a un complément d'objet indirect, comme dans le facteur parle à sa voisine. D'accord ? À sa voisine, complément d'objet indirect de parler. Bien sûr, le complément d'objet indirect peut lui aussi être remplacé par un pronom, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, il distribue le courrier, on peut remplacer le courrier, le groupe nominal, par un pronom, et on obtient il le distribue. Même chose ici, elle lui parle. Et puis, un groupe verbal peut aussi comporter deux compléments. Exemple, le facteur distribue le courrier à sa voisine. Donc ici, il y a un premier complément qui est un complément d'objet direct, et un second, donc le courrier, et un second complément à ma voisine qui est un complément d'objet indirect. Et alors, dans certains cas, il n'y a aucun complément. Par exemple, l'enfant parle, ou ici, le groupe verbal est réduit au verbe parler. Ça nous donne donc ces types de groupes verbaux. Le groupe verbal réduit au verbe, le groupe verbal verbe plus groupe nominal, le groupe verbal verbe plus groupe nominal prépositionnel, le groupe verbal, et ensuite deux types de groupes verbaux avec deux compléments, soit un complément direct et un complément indirect, soit deux compléments indirects. Donc, pour ces deux derniers cas, on aura la structure verbe plus GN plus GNP pour le facteur distribue son courrier à ma voisine, et avec deux GNP compléments, donc avec deux compléments d'objet indirect, le facteur parle de ses vacances à sa collègue. Alors, dans le premier cas, quand le groupe verbal est réduit au verbe, en fait, c'est une structure, si vous voulez, apparente, de surface, qui en fait peut correspondre à des phénomènes différents. Parce que, si vous voulez, quand vous comparez le facteur d'or avec le facteur parle, certes, dans les deux cas, le groupe verbal est réduit au verbe. Mais, dans le cas de le facteur d'or, il n'y a pas de complément possible. On ne peut pas dormir quelque chose, dormir à quelque chose, à quelqu'un, etc. C'est ce qu'on appellera après un verbe intransitif. Il n'a vraiment pas de possibilité d'avoir un complément. Hein. Notez bien, mais je l'ai dit déjà, ces notions de transitivité et d'intransitivité sont beaucoup trop abstraites pour être introduites à ce niveau-là. Hein. On n'en a pas besoin du tout. Il suffit de parler de COD, COI. On n'a pas besoin de qualifier les types de verbes. Ça, c'est pour les professeurs, pour leur compréhension du phénomène. Le verbe intransitif, c'est vraiment le verbe, comme dormir ici, qui ne peut pas du tout avoir de complément. Quand un verbe comme parler ici peut avoir un complément, c'est un verbe transitif, donc direct ou indirect. En l'occurrence ici, parler, c'est plutôt un verbe transitif indirect, hein, parler à quelqu'un. Mais il peut être employé sans complément. Hein, donc c'est un verbe transitif sans complément, c'est ce qu'on appelle donc un verbe transitif en emploi absolu. Donc ne pas confondre le verbe intransitif qui ne peut pas avoir de complément et le verbe transitif en emploi absolu qui est un verbe qui peut avoir des compléments mais qui, dans la phrase considérée, n'en a pas. Alors, un point très très important pour comprendre la suite, c'est-à-dire pour comprendre la notion de complément circonstanciel, un point très important, c'est l'idée que dans le groupe verbal... Oui, je vous en prie, il y a une question. Vous avez fait la différence entre le verbe intransitif et le verbe transitif? Oui. Et comment ça s'appelle le verbe transitif? C'est-à-dire le verbe qui... Alors, je répète donc. Le verbe intransitif, c'est l'exemple, c'est dormir, hein, le facteur d'or. Le verbe intransitif, c'est le verbe qui ne peut pas avoir de complément. Le groupe verbal est nécessairement réduit au verbe. GV égale V, obligatoirement. Ça, c'est le verbe intransitif. Et puis, ensuite, vous avez les verbes transitifs, qui, eux, peuvent avoir des compléments.
Mais dans leur emploi dans les phrases, les verbes transitifs, ils peuvent apparaître avec des compléments ou sans complément. Et quand un verbe transitif, donc qui peut avoir des compléments, est employé sans complément, on parle de verbe transitif en emploi absolu. Ou alors on parle emploi absolu du verbe transitif. Mais ça, ce sont des notions pour les professeurs. Hein. On n'a pas besoin de les développer pour les élèves. Alors, donc, un point important, je disais, c'est cette idée que le complément d'objet est en rapport avec le sens du verbe. Alors, évidemment, ça paraît peut-être très abstrait de dire comme ça. Mais quand vous prenez un verbe, mettons comme ici, je prends l'exemple de boire. Quand vous avez le verbe boire, qu'est-ce qui peut être complément du verbe boire? Vous pouvez pas. C'est sûr que vous pouvez prévoir que jamais vous aurez boire une table, boire une chaise, etc. Vous avez forcément comme complément du verbe boire des choses qu'on peut boire, des liquides, des boissons quelconques, enfin même des poisons à la limite, peu importe, mais des choses qu'on peut boire. Bon, boire de l'eau, boire du café, etc. Donc, c'est ça que je veux dire avec cette idée que le complément d'objet, le complément du verbe, que ce soit un complément d'objet direct ou indirect, hein, le complément du verbe, il est impliqué par le sens du verbe. Le sens du verbe impose un certain type de complément. D'ailleurs, certains linguistes se servent de cette propriété pour faire de l'analyse sémantique. Hein. Ils regardent qu'est-ce qu'il y a derrière certains types de verbes, qu'est-ce qui revient, et ça permet de dire que les compléments, enfin disons que les emplois sont similaires. Mais passons sur ce point. Donc, de la même manière que le verbe boire contient, implique comme complément des notions qui renvoient à la boisson, etc., eh bien, le verbe aller implique une destination. Donc, quand je dis « elle va » à Paris, le verbe aller, ça veut dire, ça signifie se déplacer d'un endroit à un autre. Hein? Aller, ça signifie se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, quand j'indique l'endroit où je vais, je donne une information qui était prévue par le sens du verbe, puisque le sens du verbe signifie aller d'un endroit à un autre, passer d'un endroit à un autre. Si j'indique l'endroit où je vais, j'indique quelque chose qui était prévu par le sens du verbe. Donc attention, à Paris, dans elle va à Paris, ça n'est pas un complément circonstanciel, hein, c'est bien un complément d'objet indirect. Parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être appris que quand on a une indication de lieu, on a un complément circonstanciel de lieu. Ce qui est malheureusement encore souvent le cas dans certains manuels, mais évidemment, ça ne fonctionne pas du tout parce qu'on verra que le complément circonstanciel, on l'a déjà vu d'ailleurs, on a vu que dans la formule de la phrase, groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel, le groupe circonstanciel, on peut toujours l'enlever. Il est facultatif. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais bien précisé que dans la structure de la phrase, groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel est entre parenthèses, c'est toujours facultatif. Or, vous voyez qu'ici, elle va à Paris, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous pouvez dire elle va, ça ne veut rien dire en français, elle va. Bon. Donc, c'est certain qu'à Paris n'a pas du tout la fonction, les propriétés de la fonction complément circonstanciel. Ça fait partie du groupe verbal, hein, c'est à l'intérieur du groupe verbal. Alors maintenant, passons à la fonction attribut du sujet. Hein. La fonction attribut du sujet, elle est justifiée, disons, bien que sa dénomination soit un peu gênante et pas très heureuse si on veut, mais enfin, on l'a hérité, donc on l'utilise encore. L'attribut du sujet, la fonction attribut du sujet, elle est liée à l'idée qu'on a un verbe attributif. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi on distingue le verbe attributif? Parce qu'un verbe attributif, son contenu de sens, il n'est pas du tout descriptif. C'est-à-dire que quand vous prenez des verbes non attributifs,
je ne sais pas, boire, marcher, courir, danser, jouer. Ce sont des verbes qui décrivent des actions, d'accord? Même penser, même, d'accord? Ça décrit quelque chose. Mais être, quand vous dites il est sympathique, ça décrit quoi, être? Ça décrit rien du tout. Hein. C'est le sens des verbes attributifs, enfin en particulier du verbe être, puisqu'il y en a d'autres. Hein. Être, vous connaissez la liste, être, sembler, devenir, demeurer, rester. Bon, il y a plusieurs sortes de verbes. Je pense que d'ailleurs dans la terminologie, on les rappelle. Donc le verbe être, dans cet emploi, je dis bien dans cet emploi, parce que le verbe être a plusieurs emplois. Là, c'est son emploi attributif, mais il peut être employé autrement. Par exemple, le verbe être, il peut apparaître dans la conjugaison du passé composé. Si vous dites je suis sorti de bonne heure ce matin, je suis sorti, le verbe être est employé, c'est simplement pour conjuguer au passé composé le verbe sortir. Ce n'est pas du tout un verbe attributif. Hein. C'est juste un emploi du verbe être quand on parle de verbe attributif. Bien. Donc, la distinction entre le COD et l'attribut du sujet vient déjà du fait que le verbe, dans le cas du verbe attributif, se réduit à une idée d'identification, hein, ou d'attribution d'une propriété. Donc, on peut avoir des attributs du sujet qui sont nominaux, qui sont des groupes nominaux ou des noms seuls, comme dans Alice est avocate, ou bien des adjectifs ou des groupes adjectivaux, comme dans Alice est grande. Bon, déjà, ça fait une différence, hein, puisque dans la fonction complément d'objet, on ne peut pas avoir des adjectifs. Ce sont obligatoirement des groupes nominaux. Dans les fonctions complément d'objet direct, c'est un groupe nominal. Complément d'objet indirect, c'est un groupe nominal prépositionnel. On ne peut pas avoir un adjectif qui soit COD ou COI. Alors que dans attribut du sujet, on peut avoir soit des groupes nominaux, soit des groupes adjectivaux. D'accord ? Alors, la justification, disons, de cette distinction entre les groupes verbaux attributifs et les groupes verbaux à complément d'objet, elle repose ultimement sur cette idée que le verbe attributif, il est un verbe purement de sens grammatical, alors que les verbes non attributifs, ils ont un sens vraiment lexical. Et c'est pour cette raison, comme ils ont un sens lexical, ils impliquent un certain sens pour le complément. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, boire, ça veut dire que les compléments, ça va être des boissons. Chanter, ça va être pareil. Vous ne trouverez pas un texte dans lequel il y aura chanter et puis derrière une fenêtre, une maison, une table, une chaise. Non. Ou alors ce serait un texte poétique ou je ne sais quoi. Mais le verbe chanter impose qu'on écrive derrière quelque chose qui puisse se chanter. Bon. Donc ça implique, puisqu'il y a un sens descriptif, ça implique un certain type de complément. Mais le verbe être, comme il n'a pas de sens descriptif, il n'implique rien du tout. C'est une pure idée d'identification. Donc on a quand même vraiment des types de verbes complètement différents. Sauf qu'au point de vue syntaxique, on a la même chose. On a un groupe verbal avec verbe plus groupe nominal ou verbe plus groupe adjectival. D'accord ? C'est le même genre de structure. Alors on pourrait, je veux dire que le problème de dire attribut du sujet, alors ça c'est une vraie difficulté et c'est très embêtant dans la terminologie grammaticale du français, mais moi je préférerais qu'on dise complément du verbe attributif. Vous voyez ? Idéalement, il faudrait dire complément du verbe attributif pour se mettre sur le même plan que complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément du verbe attributif. Mais là, attribut du sujet, c'est une vieille dénomination qui vient d'une époque plus logique, parce qu'effectivement, quand on dit « elle est grande », c'est une caractérisation du sujet, de « elle ». Bon. Mais en fait, quand on dit attribut du sujet, on caractérise un groupe verbal par quelque chose qui sort du groupe verbal. Le sujet, qui n'est pas dedans, qui n'est pas dans le groupe verbal. Donc c'est très très gênant, cette dénomination, elle est très mauvaise, mais bon, on n'a pas tellement le choix parce que pour l'instant, il est trop tôt, si vous voulez, la terminologie grammaticale du français est trop déstabilisée aujourd'hui pour pouvoir faire ce genre d'innovation. Je pense qu'il faut attendre que les professeurs s'approprient cette nouvelle terminologie et dans une dizaine d'années, disons,
quand tout le monde sera bien au clair sur une terminologie de base, on pourra apporter des améliorations ponctuelles et se débarrasser de attribut du sujet pour dire complément du verbe attributif, ce qui serait beaucoup mieux. Comment on dit en espagnol, dans la grammaire de l'espagnol? On fait cette différence aussi? C'est pareil, on utilise quelque chose comme attribut du sujet, un équivalent de attribut du sujet. D'accord. Ben oui, mais ça vient de la grammaire de Port-Royal, tout ça, ça a une histoire. Hein, Alors, un point important que je signale au passage, parce que c'est dans la description des groupes verbaux, évidemment, ça apparaît souvent. Quand on dit que le groupe verbal, c'est le verbe plus un groupe nominal, ou bien un verbe plus un groupe nominal prépositionnel, ou bien un verbe attributif plus quelque chose, on indique les éléments obligatoires. Mais il y a des éléments facultatifs aussi, hein, qui sont les adverbes. Alors, les adverbes, typiquement, il y a d'abord l'adverbe de négation, ne pas. Hein. Quand vous passez de le magistrat admet son erreur à le magistrat n'admet pas son erreur, vous avez bien sûr une négation ne pas qui fait partie du groupe verbal. Ici, on a comme groupe verbal verbe admet plus groupe nominal son erreur. Mais disons dans un cas comme celui-ci, pour exposer complètement la structure du groupe verbal, on va dire qu'il s'écrit verbe plus groupe nominal plus adverbe. Adverbe de négation ne pas. Vous avez aussi typiquement les adverbes en ment, qui sont les adverbes de manière. Hein. Cet étudiant travaille assidûment, on voit bien que assidûment va avec travail, ça modifie travail. C'est une façon de travailler. Hein. Donc typiquement, un adverbe peut être complément du verbe aussi. Hein. Ça complète le verbe, il modifie le verbe. Alors évidemment, dans certains cas, c'est parfois difficile de faire la frontière entre complément du verbe et complément circonstanciel, mais ça, on va le voir, c'est un problème, c'est vraiment une vraie difficulté de l'analyse syntaxique, de distinguer, de savoir si un groupe nominal prépositionnel, il fait partie du groupe verbal ou bien si c'est un complément circonstanciel. Je veux dire que dans certains cas, c'est vraiment très compliqué de le savoir, et ça, c'est pas grave, hein, c'est compliqué avec les définitions qu'on a pour le groupe verbal et le groupe circonstanciel. C'est compliqué du point de vue du linguiste, du point de vue du grammairien, mais il faut se débrouiller pour que ça ne soit pas compliqué du point de vue des élèves. C'est-à-dire, encore une fois, pour les élèves, on leur donne uniquement des cas qui sont bien tranchés. Alors, vous voyez, par exemple, cette étudiante travaille étrangement. Au fond, soit étrangement, c'est la façon de travailler, elle travaille d'une manière bizarre, mais de préférence, même si on mettait une virgule, on pourrait comprendre étrangement elle travaille. D'habitude, elle ne travaille pas, mais là, étrangement, elle travaille. Dans ce cas-là, étrangement ne ferait pas partie du groupe verbal. Hein, ce serait un complément circonstanciel. Si je disais étrangement, cet étudiant travaille, avec comme sens sous-jacent, d'habitude elle ne travaille pas, et puis là elle travaille, c'est assez étrange. Hein, étrangement elle travaille. Mais dans ce cas-là, évidemment, ça ne modifie pas le verbe travailler. Elle travaille, je ne dis pas comment elle travaille, mais je dis simplement que c'est étrange qu'elle travaille. D'accord ? Donc là, étrangement ne modifie pas le verbe. Ce n'est pas un complément du verbe. Hein, ce n'est pas un adverbe qui modifie le verbe. Mais si je dis elle travaille étrangement pour dire elle travaille d'une manière bizarre, bah là oui, ça modifie le sens du verbe. Donc vous voyez, il y a des cas quand même assez compliqués, un peu ambigus comme ceux-ci. Alors, je vais vous proposer maintenant le même texte que tout à l'heure, puisque on le connaît. Donc le même texte de Georges Sand. Mais cette fois-ci, on va analyser les groupes verbaux. D'accord ? Donc je vais vous laisser un petit temps. Je vous laisse 10 minutes, hein, tant pis si vous n'allez pas jusqu'au bout du texte. Et puis donc, ensuite on corrige l'exercice. Bien, alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire cet exercice. Je vais vous proposer donc une correction dans le temps qui nous reste. Alors, voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé en utilisant les soulignements et le gras, donc de rendre compte de l'ensemble de ces structures.
Alors, première occurrence sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne. Donc j'ai mis en rouge le verbe noyau du groupe verbal et le reste en rouge gras. Hein, donc j'ai mis en rouge et en gras le noyau du groupe verbal et en gras noir le reste du groupe verbal. Donc ici le groupe verbal, dans le pays qu'on appelle la Varenne, on appelle que, c'est-à-dire ce pays, la Varenne. Donc que et la Varenne font partie du groupe verbal avec le verbe appeler. Qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaignier. Tout cela est une vaste lande, donc une vaste lande jusqu'à châtaignier, est attribut du sujet qui, et vous remarquez, comme je le disais tout à l'heure, on a ici une négation restrictive, hein, enfin c'est une pseudo-négation qui a une restriction. Ensuite, le verbe trouver, on trouve un petit château en ruine, tapi dans un ravin et dont on ne découvre les tourelles et bréchets qu'à environ 100 pas de la herse principale. Tout cela, depuis un petit château jusqu'à la fin de la phrase, est COD de trouver. Donc, fait partie du groupe verbal, c'est le COD de trouver. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé, on l'appelle la Varenne, je n'ai pas précisé parce que c'est une structure avec attribut du COD. Donc je me contente simplement, puisque je n'ai pas introduit cette notion d'attribut du COD, on la verra plus tard, je ne commente pas. Donc ce groupe verbal donc, dont le noyau est trouvé et qui a pour complément d'objet un petit château jusqu'à la fin de la phrase, contient lui-même un autre groupe verbal que j'ai identifié là par un soulignement. On ne découvre les tourelles et bréchets qu'à environ 100 pas de la herse principale, donc c'est le noyau verbe découvrir, et le COD. Les tourelles et bréchets à 100 pas de la herse principale, bon, j'ai mis cela dans le groupe verbal, on pourrait discuter, mais pour ne pas compliquer les choses pour l'instant, on va admettre ça, que les tourelles, le groupe nominal dont le noyau est tourelle, est COD de découvre, et puis vous avez à nouveau ne que, qui est un adverbe qui s'ajoute à cela. Les arbres séculaires qui l'entourent, là c'est qui entourent c'est-à-dire le château dont il est question plus haut, le fameux petit château en ruine. Le est un pronom COD de entourer. Donc le groupe verbal ici, c'est verbe l'entoure, plus GN qui est ici un pronom et l'apostrophe. Même structure pour qui le domine. Donc le domine, hein, dominer, verbe noyau, le pronom personnel COD. L'ensevelisse, même chose. Ensevelisse, c'est le verbe noyau, et l'apostrophe, c'est un pronom COD. Et l'ensevelisse dans une perpétuelle obscurité, dans une perpétuelle obscurité peut être considéré comme complément d'objet indirect de ensevelir pour une raison que je développerai quand on aura vu le contraste entre complément d'objet indirect et complément circonstanciel. Bon, le c'est, je le laisse de côté comme tout à l'heure. On peut franchir le sentier abandonné qui y mène. Donc, on peut franchir, c'est le noyau du groupe verbal. Le sentier abandonné qui y mène, c'est donc le groupe nominal COD de peut franchir. Donc, tout cela est un premier groupe verbal. Un premier groupe verbal qui en contient un autre, hein, puisqu'on a le verbe mener ici. On a vu tout à l'heure, il y avait le sujet qui. Et y mène, du coup, c'est l'ensemble du groupe verbal, avec mener, qui est le verbe noyau, et i, qui est un pronom qu'on appelle en français le pronom adverbial, qui remplace donc une indication de lieu, mais on a la même structure ici que le verbe aller, hein, aller à Paris, mener au château, c'est le i ici est complément d'objet indirect du verbe mener. Les décombres qui l'obstruent, hein, toujours un verbe noyau et un COD qui est l'apostrophe. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Mauprat. Donc, indépendamment des problèmes posés par l'identification du sujet dans cette phrase, l'attribut ici est facile à repérer. La Roche-Mauprat, attribut du sujet. Oui, pardon.
Attendez, est-ce que vous pouvez redire, parce que là je ne comprends rien du tout à ce que vous dites. Et dans la phrase qui le trouve à chaque fois, Oui. c'est pas un complément d'objet. Ah oui, alors attendez, oui, j'ai oublié de commenter cela. Non, je ne l'ai pas mis parce que le verbe obstruer n'oblige pas qu'on indique à quel endroit la chose est obstruée. Donc à chaque pas serait plutôt un complément circonstanciel. Mais ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore examiné. Hein. Vous voyez, c'est difficile en fait, ce genre d'exercice d'analyser les groupes verbaux. C'est une première ébauche, si vous voulez, sans avoir encore la maîtrise qu'on verra plutôt la semaine prochaine du contraste entre groupe verbal et groupe circonstanciel. Mais en l'occurrence, il y a un certain nombre d'arguments pour mettre ça en dehors du groupe verbal. Alors, il n'y a pas longtemps que le dernier des mots pras acquis, cette propriété tomba en héritage. Donc, cette propriété, donc si vous voulez, si vous reconstituez la relative, enfin, si vous reconstituez ce qui est pronominalisé par la relative, ça donne cette propriété tomba en héritage au dernier des mots pras, d'accord? Donc ça veut dire que tomba en héritage acquis, c'est le groupe verbal. Tout c'est ensemble. Fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Donc là, on a à nouveau une structure groupe verbal plus COD, la toiture. Donc groupe verbal fit enlever. Je ne commente pas plus en détail, hein, mais je mets dans le même paquet groupe verbal, dans la structure verbe, si vous voulez, le verbe conjugué à un mode personnel plus l'infinitif, hein, fit enlever. Fit enlever, noyau verbal, la toiture, COD. Vendre, noyau verbal, évidemment, tous les bois de charpente, COD, dans ce deuxième groupe verbal. Comme s'il eût voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, eût voulu donner, noyau verbal, un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, complément d'objet direct de donner. Il fit jeter à terre le portail, éventrer la tour du nord, fendre. Donc ici, on a... il y a plusieurs façons de l'analyser, mais voyez que si on considère les infinitifs, ils ont des COD, hein, fendre du haut en bas le mur d'enceinte, jeter le portail à terre, donc là, c'est jeter quelque chose quelque part, c'est un peu comme donner quelque chose à quelqu'un, parler de quelque chose à quelqu'un. On a deux compléments, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Alors ici, en raison du verbe faire qui est factitif, hein, j'ai quand même analysé les infinitifs comme si c'était des verbes conjugués avec vraiment un complément. Mais ça, c'est éventuellement facultatif. On n'est pas, tout dépend comment la question est posée. Hein. Si on dit simplement les groupes verbaux, après tout, il faut aussi analyser les groupes verbaux avec des infinitifs. Mais si on précise groupes verbaux pour les verbes conjugués ou les verbes conjugués à un mode personnel, on n'est pas obligé de les analyser. Donc, ensuite, on a les bûcherons et charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs. Donc, ici, les huttes éparses aux environs qui est complément d'objet de habite. Ensuite, passe sur le haut du ravin de la Roche-Mauprat. Ça, c'est comme aller à Paris. Hein. C'est le verbe, le noyau verbal plus un complément d'objet indirect sur le haut du ravin de Mauprat. Il siffle d'un air arrogant. Alors ça, d'un air arrogant, ça fonctionne, c'est pas du tout un complément d'objet indirect. Hein. Alors ça, évidemment, c'est une petite complication. Là aussi, c'est le genre de choses qu'il ne faudrait pas laisser dans un texte avec des élèves. Parce qu'ici, vous voyez, d'un air arrogant, si l'adverbe arrogamment existait, hein, mais il n'existe pas en français, vous voyez bien que c'est l'équivalent d'un adverbe. Hein. Donc ici, on n'a pas un complément d'objet indirect, on a un complément adverbial du verbe siffler. Mais ça fait partie du groupe verbal. Et ils envoient à ces ruines quelque énergique malédiction. Alors je suppose que là, vous reconnaissez bien un verbe typique à double complément. Ils envoient quelque chose à quelqu'un. Enfin,
là, en l'occurrence, c'est un inanimé à ces ruines, ils envoient de l'énergie, une malédiction, pardon, ils envoient une énergique malédiction à ces ruines. Donc on a un complément d'objet direct, quelque énergique malédiction, et un complément d'objet indirect à ces ruines. Le jour baisse, eh bien, on a ici un verbe, un groupe verbal qui se réduit au verbe. L'engoulevent commence à glapir, là aussi, on n'a pas de complément. Il passe en silence. Ici, c'est la même structure que tout à l'heure, siffle d'un air arrogant. Hein. Bon, on peut analyser en silence comme une sorte de modificateur adverbial de passé, mais là, c'est une complication là aussi, donc je le signale en passant, mais ça n'est pas central, et qui règne sur ces ruines, complément d'objet indirect de régner. Donc vous voyez que ce texte nous montre quand même une variété intéressante de compléments d'objets, on a vu, de groupes verbaux, on a vu des groupes verbaux attributifs, des groupes verbaux à complément d'objet, des groupes verbaux avec un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, ou bien avec les deux. Et puis tous ces cas un peu compliqués qu'il faudrait traiter séparément, mais que la grammaire scolaire ne nous permet pas. Si vous voulez, des exemples comme « il siffle d'un air arrogant », dans la tradition grammaticale française, on n'a aucun mot d'analyse grammaticale pour dire ce que c'est d'un air arrogant. Hein. C'est le problème. Hein. C'est que la tradition grammaticale, la tradition de l'enseignement de la grammaire en France, ne nous a pas donné un nom spécial pour ce type de structure. Donc, il y a un trou là dans l'analyse grammaticale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut éviter de donner ce genre d'exemple. Hein. Parce que de toute façon, il y en a beaucoup des trous de ce genre-là, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on ne peut pas analyser. D'accord ? Écoutez, si vous avez des questions, vous pourrez y réfléchir, me les poser au prochain cours. Je vais donc arrêter ici comme je l'avais annoncé, et puis je vous mettrai, si j'ai le temps, un petit complément dans la version enregistrée du cours. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.